Nous allons commencer dans 2 minutes. Nous attendons encore un tout petit peu, nous attendons une dizaine de participants. Merci beaucoup de votre attente. Oui, mais pas de souci. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous allons donc commencer la troisième session Covid-19 sur la gestion de crise chez les opérateurs électriques en Afrique et aussi en Asie. Je vous remercie de bien prendre en compte les consignes suivantes, de bien couper vos micros pour que la séance se passe bien. Durant la présentation, vous pouvez naturellement poser des questions. On vous conseille d'utiliser le chat. Si vous souhaitez intervenir, merci d'écrire un petit message sur le chat et on prendra vos questions. Si vous souhaitez prendre la parole également, n'hésitez pas à utiliser le chat. Et puis, aussi, vous avez la possibilité, si vous n'accédez pas au chat, d'utiliser le mail frconférencecovid19@pwc.com. Et pour dernier rappel, la conférence est enregistrée. Voilà pour les consignes. Donc, rappel, comme toutes les sessions précédentes, nous allons faire un point d'actualité rapide sur la crise Covid. Ça sera suivi d'une présentation thématique. Aujourd'hui, ça portera sur la question de la trésorerie d'urgence. Ensuite, on aura un partage d'expérience. Alors, pour l'instant, on n'en a pas, mais je crois que Monsieur le directeur général de Sénélec est présent. Peut-être nous fera-t-il part, s'il le veut bien, peut-être d'un retour d'expérience. Et enfin, nous aurons évidemment, nous répondrons à vos différentes questions et n'hésitez pas évidemment à vous proposer pour prendre la parole. Voilà, merci beaucoup. Donc, pour commencer, donc moi je m'appelle Olivier Assis, je suis associé en charge de tout ce qui est résilience et gestion de crise chez PwC. Je serai accompagné aujourd'hui d'Anna Cole qui s'occupera de vous présenter un peu les dernières tendances en matière de Covid-19 en Afrique et en Asie. Et sur la partie électrique, donc, on a notre expert Simon Lamy. Et sur la partie trésorerie, Sébastien Dalle nous fait le plaisir d'intervenir. Voilà. Donc, je vous rappelle, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser vos chats ou l'email et on vous répondra naturellement. Donc, pour débuter cette session, on va commencer par une rapide présentation des faits marquants. Anna, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Olivier. Bonjour à tous. Nous commençons par un point sur la situation sanitaire. Nous approchons le point de 2,5 millions de cas confirmés dans le monde, avec un moyen de 5 000 morts reportés par jour par l'OMS. Je voudrais faire un petit point sur les mesures de confinement qui sont mises par les différents pays à travers le monde, en commençant par l'Afrique du Sud, qui hier a annoncé le déploiement de 70 000 soldats afin de faire respecter les mesures de confinement dans le pays. Au Malawi, le 14 avril, le président du pays avait annoncé un confinement de 21 jours
qui allait entrer en vigueur le 18 avril, mais la Cour suprême a repoussé la date du début du confinement, car il considérait que cela aurait eu des conséquences irréversibles pour les populations les plus pauvres dans le pays. Et une décision sur le confinement dans ce pays devrait être rendue demain ou l'après-demain. Donc ça, c'est à suivre. Dans une autre manière, il y a des pays qui commencent à assouplir leurs mesures de confinement. Par exemple, depuis ce lundi, l'Inde a poussé ses mesures de confinement avec certaines industries lourdes et l'agriculture qui peuvent commencer à travailler. La Jordanie également assoupli ses mesures dans ces régions du sud qui sont moins peuplées. Par contre, au Liban, le camp de réfugiés de Ravel, aussi connu sous le nom du camp de Galilée, a été bouclé suite à une détection d'un premier cas de coronavirus dans le camp hier. Dans d'autres news, actualités, le mois de Ramadan commencera à partir de demain, le 24. Mais une bonne partie des festivités traditionnelles dans plusieurs pays ont été fortement impactées, voire annulées. Surtout les festivités en Malaisie, au Brunei et Singapour ont été annulées. De sa part, en Égypte, hier a réfléchi à faire une extension de ses horaires de couvre-feu pendant le mois de Ramadan jusqu'à 22 heures. Mais aussi, hier, le Parlement égyptien a voté une extension du pouvoir du président qui lui permet d'interdire les rassemblements publics et privés. Donc ça, c'est à suivre. En même temps, cet assouplissement et un durcissement de ces règles. Si nous pouvons passer au prochain slide. Donc, je voudrais évoquer le soutien financier de certaines organisations internationales, surtout le Fonds monétaire international et le groupe de la Banque mondiale. Le 2 avril, nous voyons que un peu au milieu, en bas, il y a un grand bloc de texte. Et la Banque mondiale, le 2 avril, a mis en place des dispositions spéciales de financement accéléré dans 25 pays pour un montant global de 1,9 milliard de dollars dans une seule journée. Et aujourd'hui, elle travaille également avec un grand nombre de pays pour déployer 1,7 milliard de dollars de plus à travers des projets existants. Et la plupart de ces financements de la Banque mondiale vont vers des projets de santé, administration publique, sanitation et eau en ce moment, mais il y a également des projets de transportation et j'ai vu un projet d'énergie. Il y a également des fonds qui ont été déployés par le Fonds monétaire international qui, à date, a approuvé des fonds d'urgence pour 30 pays via ces différents instruments financiers pour un montant de plus de 6 milliards. Et une partie de ces fonds vient de son fonds fiduciaire d'assistance et de riposte aux catastrophes qui accorde un allègement de dette sous forme de dons. Donc, il y a un certain nombre de ces subventions qui ont été données au pays. Et également, le Fonds monétaire international, au vu des problèmes de trésorerie au niveau mondial, le FMI a créé un nouveau instrument financier la semaine dernière. C'est la première fois que ça arrive depuis un moment, qui est un short-term liquidity line pour adresser les problèmes de trésorerie des pays. Et plus, quelque chose d'important, c'est la suspension partielle des paiements de services de la dette de 77 pays par le G20 qui ont été annoncés le 17 avril. Et ces 77 pays concernent des 76 pays de l'Association internationale de développement de la Banque mondiale, plus l'Angola. Et donc, les pays comme l'Afrique du Sud ou l'Égypte ne sont pas concernés. Je laisse la parole à Olivier. Ouais. Oui, merci Anna. Bonjour à tous, c'est Simon Lamy qui vous parle pour refocaliser l'actualité Covid en se concentrant sur les conséquences sur le secteur de l'électricité, comme on l'avait fait la dernière fois. Là, on a sélectionné six événements qui nous semblaient intéressants à partager avec vous.
Le premier, c'est un cas en Inde, où la dernière fois, on parlait des gouvernements qui étaient en train de mettre en place des mesures de soutien au système énergétique à travers différentes façons d'intervenir. On a parlé la dernière fois notamment des aides octroyées aux consommateurs et notamment aux ménages à travers des allègements de factures ou des reports d'échéance. Là, on est à un cas différent où l'État intervient directement auprès de la société de distribution, donc des DISCO, pour alléger ses finances en payant pour elle l'achat d'électricité. Donc ça, c'est un cas qui est intéressant. Le deuxième, c'est concernant la Jordanie qui met en suspens certains projets d'énergie solaire. Alors ça, en fait, ça traduit le fait que dans plusieurs pays, on envisage, dans le monde entier, on envisage une reprise économique qui sera progressive, donc une demande d'électricité aussi qui va reprendre progressivement, et donc des nouvelles capacités qui étaient prévues pour servir les besoins d'électricité à court terme, ben, en fait, on en aura, le besoin sera peut-être pas forcément le même à court terme, donc on va voir un certain nombre de projets qui vont se voir décaler dans le temps que l'économie reprenne le niveau qu'elle avait avant la crise sanitaire. Donc ça, c'est un point à suivre pour les opérateurs électriques. Un point concernant l'Afghanistan. Donc là, le terme concerne, l'article concerne le pays qui est importateur d'électricité. Donc il y a des difficultés, donc comme chacun sait, au-delà de la crise Covid et bien antérieure, mais qui souligne la difficulté pour les pays importateurs. Donc un pays importateur, il a sa société d'électricité déjà sous tension financière, et ça on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, et il importe l'électricité d'une autre société d'électricité à l'extérieur qui elle aussi a des problèmes de trésorerie. Du coup, il y a dans ces cas-là, on a quand même quelque chose de compliqué à résoudre, et il y a une entente à avoir entre les différents pays pour pouvoir sécuriser quand même l'approvisionnement. Ce qu'on observe aussi, donc là c'est l'article à droite, c'est quand même des voies qui semblent converger dans différents pays, et là vraiment un peu partout dans le monde, pour quand même envisager l'après-Covid et la reprise économique à travers des plans de relance industrielle, et dans les secteurs qui sont ciblés, qui pourraient faire l'objet de mesures d'appui, il y a les énergies renouvelables qui semblent se distinguer et faire l'objet d'un consensus. Donc là aussi, peut-être à votre niveau, ça pourrait avoir un impact peut-être accélérateur, ou du moins qui pourrait être de nature à favoriser les projets d'énergie renouvelable à travers différents mécanismes, que ce soit pour des grandes capacités ou peut-être favoriser les réseaux off-grid ou favoriser l'autoconsommation. En tout cas, ça pourrait avoir des conséquences pour vous. Et enfin, un article qu'on voulait commenter, donc là, avec des grands noms de l'oil and gas. La dernière fois, on a parlé des cas de force majeure. C'était une question qui était revenue à plusieurs reprises. Est-ce qu'on va voir apparaître des cas de force majeure dans le cadre de projets? Là, on le pressentait que oui. Là, on a un exemple assez important d'un cas de force majeure qui a été invoqué et qui va ensuite entraîner un retard de la livraison d'une infrastructure énergétique d'un an. Donc là aussi, c'est des choses qui vont peut-être être amenées à se multiplier dans les semaines ou les mois qui viennent. Et donc, ça pourrait avoir aussi un impact sur les secteurs énergétiques qui seraient concernés parce qu'ils attendaient une importation de gaz liquide, ou parce qu'ils attendaient un pipeline, ou parce qu'ils attendaient la livraison de certaines capacités. Donc là aussi, il faudra l'impact pour les sociétés d'électricité et pour les autorités du secteur, il va falloir en tenir compte dans les projections, dans les schémas directeurs, et puis dans les projections de marché. Voilà, il faudra actualiser tout le modèle en fonction des dates de livraison réelles de ces infrastructures. Voilà le point qu'on voulait partager avec vous pour faire une actualité Covid secteur électrique. On va
Olivier, ouais, je te laisse la Oui, parole. je reprends la parole. Donc, effectivement, la session, le thème choisi, c'est évidemment les tensions relatives à la trésorerie d'urgence. Et donc, dans ce cadre-là, évidemment, Simon, tu vas participer. Mais Sébastien Dalle, qui est expert justement en trésor, va prendre la parole pour vous faire une intervention sur le sujet. Merci beaucoup, Sébastien, et merci aussi à toi, Simon, de compléter naturellement. Ben, Oui, tu peux commencer. je vais en profiter pour introduire le sujet du point de vue des sociétés d'électricité. Alors bon, c'est un sujet qu'on a abordé lors de tous nos calls précédents, toutes nos webconférences précédentes. C'est que les opérateurs électriques là, ils se retrouvent dans une situation financière extrêmement délicate. Parce qu'il y a plusieurs effets qui se cumulent. Alors d'une part, une baisse de revenus. Une baisse de revenus parce qu'il y a une baisse de la demande liée à l'arrêt d'une partie de l'économie. Donc ça, on en a déjà parlé. Donc ça fait des revenus en moins. Donc ça, c'est concernant les industriels. Et concernant les ménages et les particuliers, on se retrouve dans des situations où la population est en plus grande difficulté financière et où généralement il va y avoir des difficultés à faire payer, à être payé, et donc à collecter du cash. Et donc ça vient ajouter vraiment une difficulté pour les sociétés d'électricité. Et cette difficulté, elle est souvent renforcée par le fait que les gouvernements vont vouloir protéger leur population en leur accordant aussi des facilités de paiement. Donc on a une baisse de revenus. Pour autant, les dépenses restent à peu près les mêmes parce qu'il y a des investissements à payer qui ne peuvent pas être reportés dans les grandes infrastructures, les réseaux, les centrales. Donc il y a des engagements qui restent à honorer. On doit quand même toujours payer la production des producteurs indépendants. Parce que dans la majorité des cas, on est sur un contrat type take or pay. Et donc, même s'il y a moins de consommation, in fine, il faut quand même payer l'IPP. D'une manière générale, les sociétés d'électricité en tant que sociétés publiques, elles sont aussi encouragées par les gouvernements à continuer de payer leurs fournisseurs et notamment les plus fragiles d'entre eux pour ne pas fragiliser non plus les entrepreneurs. Donc voilà, d'un côté, on a une baisse de revenus qui est notable, notamment une baisse de cash, de trésorerie, mais on a quand même des dépenses qui sont maintenues. Donc l'opérateur se retrouve dans une situation délicate et c'est pour ça qu'on a voulu aujourd'hui faire une session qui aborde ce sujet qui préoccupe plusieurs d'entre vous, comme ça nous a été remonté. Donc je vais passer la parole à Sébastien, qui est un spécialiste de cette thématique. Merci Simon. Bonjour à tous. Donc mon nom est Sébastien Dalle. Je travaille au bureau de Paris de PwC. Ma spécialité, c'est tous les programmes d'optimisation et de préservation de la trésorerie. On est une équipe d'une trentaine de personnes à Paris qui sommes sur ces activités-là, avec évidemment un prisme essentiellement français ou européen, mais on fait quand même, on va dire, 3 ou 4 projets par an en Afrique. Et puis, donc je vais essayer de ne pas avoir un prisme trop français. Je m'en excuse d'avance, et si c'est le cas, je suis sûr que Simon me corrigera. Voilà, donc la slide présentée là vous propose un agenda de bonnes pratiques sur les sujets de trésorerie. Donc les thèmes abordés, c'est d'abord tout ce qui est lié à l'utilisation des leviers résultant des mesures gouvernementales liées au contexte imminent, actuel, pardon, et donc notamment tous les sujets toutes les mesures prises en ce moment par les gouvernements et sur lesquelles on va revenir. Le deuxième axe, ce sont les possibilités d'optimiser la trésorerie avec des actions très concrètes et souvent opérationnelles pour optimiser la trésorerie à très court terme. Le troisième point, ce sera l'exercice lui-même de prévision de trésorerie et comment procéder dans la période actuelle à des exercices de prévision de trésorerie alors même que les niveaux d'aléas sont beaucoup plus élevés que d'habitude.
Et le dernier point sera à propos de toute l'obtention de financement complémentaire pour couvrir les besoins identifiés à court, moyen ou long terme, en tout cas court et moyen terme. Donc, je vous propose de passer d'abord sur les mesures de soutien des gouvernements. Alors, bon, évidemment, sur ce sujet, c'est un petit peu difficile d'être spécifique pays par pays. Ce qu'on vous indique là en bas à gauche de la slide, c'est un lien Internet qui permet d'avoir accès à une base de données qui reprend tous les pays du monde, ou la plupart des pays du monde, avec une mise à jour assez régulière, au moins au rythme de la semaine, de toutes les initiatives prises par tous les gouvernements nationaux pour aider les entreprises de leur pays. Donc, je pense que c'est un outil efficace pour une première information si vous en avez le besoin. Et bien sûr, ça peut être précisé par des contacts avec nos équipes locales. Donc, dans le cadre de cette présentation, j'en resterai un peu sur les schémas qu'on voit, nous, en France, et qui, je pense, doivent être en partie applicables dans les économies émergentes. Bon, il y a des reports systématiques de charges sociales, hein, donc sans avoir besoin de demander au gouvernement et sans application de pénalités de retard. Également des reports sur les échéances fiscales, des dispositifs d'activité partielle, alors c'est probablement un peu moins le cas dans beaucoup de pays émergents, mais bon, donc des dispositifs où l'État prend en charge une très grande partie de la rémunération des personnels non occupés pour éviter des plans de licenciement et plutôt financer l'inactivité au sein des entreprises plutôt que de générer des destructions d'emplois. Des remboursements anticipés de crédits d'impôt de type crédit de TVA, crédit d'impôt sur les sociétés. Et puis après, il y a des mesures plus spécifiques pour les petites entreprises qui sont clairement de la libération de trésorerie rapide, hein, des montants forfaitaires qui peuvent être donnés aux petits entrepreneurs, ce qui a quand même un effet indirect sur les opérateurs électriques, c'est que ça permet à ces petits entrepreneurs de payer leurs factures d'électricité. Voilà, ça c'est donc pour gérer les mesures de non-décaissement. Et puis en face de ça, il y a également des mesures des prêts garantis par l'État en France ou dans la plupart des pays européens, et également donc des plans de soutien par des banques publiques d'investissement. Donc là encore, voilà, je rentrerai pas dans le détail de ce qui se passe par pays parce que je pense que ce serait compliqué, mais en tout cas nos équipes peuvent vous accompagner sur ces sujets-là si le besoin s'en fait sortir, sachant que évidemment les opérateurs électriques sont systémiques dans la plupart des pays, et donc j'imagine que vous avez clairement un accès privilégié au gouvernement de chaque pays. Voilà pour les mesures donc de soutien gouvernementaux. La deuxième initiative, hein, c'est tout ce qui touche aux actes d'optimisation très concrets pour préserver la trésorerie. Alors, le premier niveau de réponse qu'on reçoit en général, c'est qu'évidemment les entreprises font déjà le maximum. Bon, la réalité qu'on constate et ce qu'on essaye de mettre en œuvre dans nos programmes de préservation de la trésorerie, c'est que lorsqu'on modifie l'agenda des entreprises pour qu'elles se focalisent vraiment sur la trésorerie, ben on a toujours des gains, hein, même si on avait l'impression à l'origine qu'on était déjà entre guillemets au taquet. Donc le premier enjeu, c'est d'arriver à modifier gérer l'agenda collectif de l'entreprise, hein, et du management. Et donc ce qu'on vous reporte sur la gauche, c'est les facteurs qui peuvent, on va dire, aider à modifier les états d'esprit et à faire évoluer l'agenda des gouvernances des opérateurs. Alors bon, il y a le sujet des financements facteurs, même si je ne suis pas sûr que ce soit un sujet extrêmement important chez les opérateurs électriques, hein. Quand les assureurs crédits réduisent leurs lignes, vous avez des effets immédiats sur le financement des facteurs. Vous avez le risque accru de défaut de certains de vos clients. Ou bien le risque évoqué tout à l'heure par Simon d'avoir carrément des catégories de clientèle qui soient autorisées à ne plus vous payer pour un temps, auquel cas il faut aller chercher l'argent auprès d'une tierce partie supposée vous compenser, mais ça pose en soi des sujets de logistique.
Le sujet de la pression des fournisseurs qui, anticipant des difficultés de paiement chez tous leurs clients, vont souhaiter être payés au plus vite et vont appliquer la pression que vous-même vous appliquerez certainement à vos fournisseurs, pardon, à vos clients. Les risques liés au mécanisme de paiement, hein, toute la possibilité que les systèmes de paiement se grippent à l'occasion de la détérioration de l'économie. Et puis ensuite, je dirais tous les sujets de supply chain, hein, donc les risques liés aux écoulements de stock, aux risques de rupture d'approvisionnement liés aux perturbations de la supply chain au niveau mondial, et au fait que tout le monde s'attend un petit peu pour être sûr de ne livrer que ce qui est payé et de ne pas se retrouver à accumuler des retards de paiement. Et puis, dernier point, enfin, le sujet des charges fixes, hein, je pense, qui est quand même très important dans votre activité, qui est lié au fait que clairement votre niveau de charge, votre régime de charge fixe ne va pas évoluer significativement, alors même que votre niveau de chiffre d'affaires va baisser. Donc ça, en soi, c'est un facteur de consommation de trésorerie important. Donc tous ces facteurs, je préfère qu'on revienne à la précédente, excusez-moi. Tous ces facteurs justifient encore une fois de modifier l'agenda des gouvernances des opérateurs, hein, des entreprises en général. Et donc, les grandes actions sur lesquelles on se retrouve à intervenir, hein, ce sera donc le renforcement du recouvrement chez les clients, hein, prendre une approche plus paranoïaque sur les clientèles à risque. Alors évidemment, il y a toujours l'ambiguïté de savoir est-ce qu'on prend est-ce qu'on en fait trop sur le sujet, comment on dose le niveau de pression. Mais enfin, aujourd'hui, sur les clientèles à risque, je pense qu'il est vraiment important d'être vigilant et de connaître les risques qu'on prend et d'anticiper qu'il y aura quand même un taux de défaillance beaucoup plus important dans les mois qui viennent. L'identification des fournisseurs clés pour pouvoir doser les efforts qui sont faits et qui sont demandés aux fournisseurs, à ceux qui ne seraient pas indispensables à la continuité d'exploitation. La discussion avec l'État pour envisager les mesures de soutien qui ont été discutées sur la page précédente. Et puis, globalement, tout ce qui touche à l'optimisation de la supply chain pour, on va dire, s'assurer qu'on achète et qu'on décaisse que ce qui est absolument indispensable, en tout cas si on est dans la situation de devoir faire ce genre d'arbitrage. Bon, ce qu'on déconseille par contre, hein, c'est de faire trop payer aux fournisseurs et en particulier aux plus petits fournisseurs, parce que ça a pour effet de disséminer la crise de liquidité dans l'économie. Donc, ce qu'on recommande en général pour, on va dire, la petite masse des petits fournisseurs qui en général sont très dépendants de leurs donneurs d'ordre, c'est d'être particulièrement vigilant sur ces populations-là. Voilà. Et par ailleurs, donc d'anticiper les défauts de paiement et voilà, d'avoir une politique active vis-à-vis de la clientèle publique, notamment dont on sait qu'elle est parfois tardive à payer. Et un point, Sébastien, que je voulais apporter, qui concerne les personnes qui nous écoutent, qui sont des sociétés publiques d'électricité, c'est que une grande partie de votre clientèle, donc sont des particuliers, des ménages qui sont aussi affectés par la situation économique actuelle. C'est encore plus vrai dans les pays où le taux aussi d'emploi informel est prévalent, donc avec peu de ressources complémentaires pour ces personnes-là. Donc on sait très bien que raisonnablement, quand on est une société d'électricité, qu'une grande partie des personnes ne sera pas en mesure forcément de payer ces factures. Donc là, tout ce qu'on vient de dire, ça s'applique plutôt sur du B2B, mais vis-à-vis de particuliers, vous allez être probablement, en tout cas quand on est au cœur de la crise, en difficulté pour aller faire du recouvrement auprès de ces populations-là. Et peut-être même que de toute façon, il y aura des instructions de l'État qui vous empêcheront de le faire. Et aussi la
politique ce qu'on observe aussi, c'est que la politique d'une société d'électricité vis-à-vis de ses clients particuliers, elle est aussi contrainte en fonction, ou en tout cas, elle doit être cohérente avec les politiques qui sont adoptées par les autres sociétés qui délivrent des services d'importance vitale pour les citoyens, les sociétés d'eau, les sociétés de téléphone éventuellement, etc. Ça serait très très difficile à imaginer d'avoir d'un côté une société en ville, une société d'eau qui accorde des délais de paiement ou qui réduit les factures, tandis que la société d'électricité ne le ferait pas. De la même manière pour d'autres services. Donc tout ça, c'est des choses qui vont contraindre la capacité de la société d'électricité à aller facturer et recouvrer aussi ses créances auprès de ses clients particuliers. Donc ça, vous retrouvez un peu, vous, dans une situation un petit peu délicate, plus délicate en tout cas, en termes de collecte de cash. Voilà, c'était le complément que je voulais apporter, Sébastien. Merci Simon. Donc quelques exemples concrets de bonnes pratiques qui peuvent être efficaces à assez court terme. Bon, d'une part, donc l'analyse de la criticité des fournisseurs, qui consiste à reprendre la liste des fournisseurs, à établir un référentiel par métier, à suivre leur situation dans les outils financiers et comptables et éventuellement avec des petits outils extra comptables pour définir leur niveau de criticité et puis surveiller qu'ils soient traités correctement, enfin j'ai envie de dire conforme, de sorte que leurs approvisionnements ne soient pas interrompus, y compris si on demande par ailleurs au reste des fournisseurs un peu d'effort sur les conditions de paiement. Et donc c'est un enjeu, j'ai envie de dire, de mise en place de tableaux de bord pour être sûr qu'on demande l'effort à ceux à qui on peut le demander et qu'en faisant ça, on n'est pas en train de mettre en risque les approvisionnements critiques. Le deuxième type d'exemple, c'est les sujets de niveau de stock, alors que ce soit des stocks de matières premières ou des stocks de pièces détachées ou de pièces critiques. Ça paraît un peu anecdotique, mais nous, on a eu à plusieurs reprises l'expérience que ces sujets-là méritaient d'être visités, parce que c'est pas forcément des priorités 1 dans les agendas des sociétés habituellement, et donc quand on se penche dessus, on a parfois des surprises, alors que ce soit dans un sens, c'est-à-dire des vrais problèmes de pièces critiques non présentes qui risquent de générer des pannes ou des interruptions de service, mais peut-être plus dans l'autre sens, le constat qu'il y a quand même souvent des stocks de sécurité qui sont constitués dans des proportions, on va dire, très prudentes et qui, d'un point de vue de la trésorerie, si c'est l'enjeu du moment, peuvent permettre de faire des économies significatives à court terme. Et puis le troisième sujet, c'est les sujets de paramétrage au système d'information. Bon, alors on est sur des sujets là encore relativement triviaux, de s'assurer qu'on n'est pas en train de payer un peu trop vite ses fournisseurs, que les bases clients-fournisseurs sont correctement renseignées et que, par exemple, les niveaux d'alerte sur les stocks, pour revenir un peu au point 2, sont correctement renseignés également. Donc c'est plutôt, on va dire, la vision un peu process des 2 points précédents. Alors, je voudrais, moi, faire un commentaire aussi là-dessus, sur la slide d'avant, ce que vient de dire Sébastien. C'est que pour les sociétés qui sont vraiment publiques, au sens vraiment de l'établissement public, généralement, n'ont pas, ce qu'on constate, sont assez peu outillés en termes de suivi de trésorerie, parce que, au contraire du secteur privé où le cash et le niveau de la position de trésorerie, c'est vraiment l'indicateur très important et c'est vraiment l'alpha et l'oméga du business. Tandis que quand on est les sociétés publiques, elles vont plutôt raisonner budget, moins de trésorerie, sachant que derrière, elles ont une clientèle qui est captive, surtout les sociétés d'électricité, et c'est le cas de nombreux pays d'Afrique qui ont le monopole sur la distribution. Donc, quelque part, il n'y a pas vraiment de recherche d'optimisation du chiffre d'affaires et de
et de son monitoring. Et donc, on a des outils qui sont peut-être un petit peu moins développés que dans le secteur privé. Et derrière, il y a une garantie de l'État qui fait que d'une façon ou d'une autre, l'écart de trésorerie est comblé par la puissance publique ou par le ministère des Finances. Du coup, il y a des outils qui sont souvent moins ou présents ou utilisés dans la grande majorité des cas. Et c'est vrai que même si on a dit tout à l'heure que le contexte empêchait les sociétés d'électricité de collecter du cash, etc., et qu'elles devaient continuer à payer, ce que dit Sébastien, c'est que c'est quand même, ça doit quand même, ça doit pas empêcher de vraiment très bien monitorer les opérations de paiement de fournisseurs et de stock pour être capable d'optimiser les opérations qui vont faire l'objet d'un paiement. Et donc ça, c'est très important de travailler sur ces outils-là pour avoir un suivi plus fin. Alors malheureusement, en période de crise, c'est difficile de gérer et le quotidien et en plus développer un outil qui permet d'avoir un suivi plus fin. Mais pourtant, c'est quand même très très important pour pouvoir optimiser les moyens dont vous disposez encore. Ça fait, merci Simon, ça fait la transition avec la troisième initiative qui est tout le sujet de la préparation de prévision de trésorerie à court et moyen terme. Donc là, effectivement, un peu comme tu disais Simon, hein, il y a des énormes écarts de maturité, on va dire, entre les entreprises. Hein. Nous, on le voit bien entre une entreprise détenue par un fonds de LBO et qui ne suit pratiquement que la trésorerie. Enfin, son principal indicateur sera l'évolution de la trésorerie, en considérant que tout finissant dans la trésorerie, de toutes les façons, quand on suit ça, on suit le reste. Et ça, c'est un extrême. Et à l'autre extrême, des sociétés de culture plus administrative ou publique, dans lequel la trésorerie est un résultat. Le business tourne, la comptabilité est tenue. On se fait payer, on est payé, et puis à la fin, on constate le résultat en trésorerie. Donc, entre les deux extrêmes, on relève absolument toutes les situations, tous les niveaux de maturité. Ce qui est clair quand on rentre dans une période de crise de trésorerie, c'est qu'on est un peu obligé si on est plutôt dans le côté du spectre, dans le côté, on va dire, où on est peu sensible habituellement à la prévision de trésorerie, on est obligé de faire rapidement des progrès importants sur la capacité à prévoir la trésorerie. Ceci dans une situation, dans un contexte économique qui est en ce moment particulièrement peu prévisible, on va dire, et qui oblige donc à faire des prévisions qui peuvent en général inclure des scénarios, parce qu'aujourd'hui, honnêtement, enfin, je ne sais pas comment vous voyez votre activité à l'horizon 6 mois, mais je pense que pour beaucoup d'entre vous, c'est très compliqué de construire un cas de base et de pouvoir garantir à qui que ce soit qu'on sera proche de ce cas. Objectivement, on est un peu obligé de raisonner en identifiant ce que seront ce que peuvent être les grandes hypothèses structurantes, hein, que ce soit des hypothèses de niveau de demande, de niveau des combustibles, voilà, toutes les grandes hypothèses qui à un moment peuvent être structurantes pour votre business, et d'imaginer quelques scénarios pour être capable de communiquer sur tous ces scénarios. Donc la prévision de trésorerie, c'est aussi, hein, comme on l'indique en bas à gauche, c'est aussi un bon prétexte pour se reposer des questions qu'on devrait se poser tous les jours, mais que le quotidien étant ce qu'il est, on ne se pose pas nécessairement tous les jours. Donc en faisant la prévision de trésorerie, on repeigne un certain nombre de sujets qui sont l'optimisation du BFR. Comment est-ce qu'on est sûr qu'on fait payer au mieux ses clients? Est-ce qu'on ne pourrait pas se fixer des objectifs plus ambitieux? Les réductions de frais structure, est-ce qu'il n'y a pas des plans d'économie qui devraient être lancés plus vite qu'ils ne le seraient indépendamment de cet exercice? Le recours au nouveau financement, les sujets de cession d'actifs, et puis, dans votre industrie, c'est évidemment massif, la question du timing des investissements futurs. Donc voilà, ce qui nous paraît important dans cette situation, c'est cette capacité donc à prévoir en multi-scénario, en se basant sur l'historique, mais aussi en imaginant un monde qui peut être substantiellement différent dans les mois qui viennent. Et donc dans les utilisateurs de cette
ces outils de prévision de trésorerie. Il y a bien sûr l'interne, parce qu'il faut être capable de mobiliser les équipes sur les enjeux de trésorerie, surtout dans des entreprises qui n'ont pas eu historiquement de grosses pressions de trésorerie et qui se retrouvent à affronter ce type de situation. Donc il y a un enjeu interne qui est d'être capable de bouger les équipes en disant voilà, il y a quand même un sujet d'être capable de se financer à l'horizon 1 mois, 2 mois, 3 mois, et d'être capable de continuer à assurer le service et de continuer à assurer les investissements. Donc ça, c'est, je dirais, un premier enjeu qui est un peu managérial. Et il y a un deuxième enjeu qui est d'être capable de communiquer vis-à-vis de ces financeurs, hein, que ce soit des actionnaires, des prêteurs privés, des prêteurs publics. Enfin voilà, il y a un ensemble de bailleurs de fonds potentiels qui ont besoin d'informations et qui, particulièrement dans la période actuelle, sont anxieux de n'investir qu'à bon escient et qui donc ont besoin qu'on leur explique comment sont construites les hypothèses, en particulier s'il y a des besoins de trésorerie qui sont significatifs et à un horizon assez court, hein, parce que forcément ça pose la question de l'origine des besoins, quelle est la part purement Covid de la situation du besoin qui est exprimé versus une situation du business model qui serait déséquilibré de manière plus structurelle. Et voilà, quelles sont les grandes hypothèses prises et qu'est-ce qui se passe si on fait bouger les hypothèses. Voilà pour le sujet des prévisions de trésorerie qui est très directement lié au quatrième et dernier point qui est l'obtention de financement complémentaire. Donc, bon, le sujet là, c'est de pouvoir se retourner vers les financeurs, qui soient des financeurs privés ou publics, pour être sûr d'assurer la continuité de la trésorerie et donc des services électriques. Et donc là, le sujet est d'être capable d'engager un dialogue suffisamment tôt. Alors, on a indiqué l'État, mais c'est vrai aussi avec tous les bailleurs privés. Hein, et puis, ça vaut aussi, même s'il n'y avait pas de besoin de trésorerie, mais ça vaut aussi pour le rééchelonnement potentiel de dette bancaire. C'est tout le sujet de la communication avec les financeurs, vos financeurs habituels ou les financeurs ponctuels sur lesquels vous aurez besoin d'une présentation claire du besoin et encore une fois de qualifier ce qui relève plutôt d'un effet, on va dire, d'un effet Covid versus ce qui aurait été demandé dans tous les cas. Parce que ce qu'on constate, hein, c'est qu'il y a quand même enfin moi je parle là avec un prisme français, mais j'imagine qu'on doit voir la même chose dans tous les territoires. Ce qu'on constate, c'est qu'évidemment, toutes les entreprises se présentent avec des besoins et que c'est pas toujours facile de faire la part de ce qui relève de l'effet Covid et de ce qui relève, je parle là quand on est inquiet, hein, et qu'on voit arriver l'expression de besoin, et de ce qui relève d'une utilisation du contexte pour venir soulager une contrainte financière qui était déjà problématique avant la crise. Voilà. Donc, en synthèse, hein, nos grandes recommandations, j'ai envie de dire, hein, c'est être capable de monitorer au plus fin la trésorerie, y compris sur le terrain des opérations, parce que évidemment tout ça, la trésorerie est le résultat d'un ensemble de petits ruisseaux qui se passent souvent très très loin du siège social, et donc ça peut impliquer des programmes soit de systèmes d'information, soit plus basiquement d'outils Excel qui permettent de remonter rapidement l'information sur la vie de la trésorerie très localement pour pouvoir la centraliser en local et monitorer au plus fin. L'analyse des besoins sur le court, moyen terme et la capacité à communiquer sur le sujet vis-à-vis de vos financeurs en inspirant confiance, la capacité à créer des scénarios et à anticiper tous les scénarios auxquels vous risquez d'être confrontés dans les semaines, mois et années qui viennent, sachant qu'évidemment la période étant fortement incertaine, on a quand même beaucoup de scénarios à envisager ou à ne pas envisager, mais en tout cas
en sachant pourquoi on les a exclus. Et enfin, c'est toutes les discussions avec l'État ou toutes les institutions susceptibles de mettre en œuvre un soutien d'urgence. Voilà, Simon, merci Sébastien. Est-ce que tu veux compléter? Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, j'étais sur le point de demander à Simon s'il avait… Voilà. Simon, est-ce que tu veux compléter? Et puis, ouais. Simon, avant que tu prennes la parole, je le répète, hein, si vous souhaitez intervenir, n'hésitez pas à nous le faire savoir sur le chat. Merci beaucoup. Non, pas compléter, mais se rappeler quand même que l'on parle des sociétés d'électricité, des secteurs de l'énergie, mais tous les secteurs sont touchés. Et donc, je pense que c'est important de bien être capable de prioriser les besoins en termes de soutien, les besoins qui sont vraiment stratégiques pour la continuité d'exploitation, les approvisionnements en combustible, ce qui nécessite de la devise quand on n'en a pas, ce qui permet vraiment de faire fonctionner le réseau pour être capable de présenter des dossiers et des demandes de soutien qui sont très ciblés, très spécialisés et vraiment qui se concentrent sur la continuité d'exploitation et de la fourniture d'électricité aux populations. Ça, je pense que c'est vraiment très important de le faire. Ensuite, comme on l'a dit tout à l'heure, je pense que dans les sociétés publiques, il y a souvent un retard ou une moindre utilisation des outils de suivi de trésorerie. Et donc ça, c'est important de profiter de cette conjoncture pour renforcer ces outils-là et prendre des habitudes peut-être une discipline peut-être plus grande dans le monitoring des positions de trésorerie. En tout cas, ce qu'on constate, et je pense que Anna, le premier slide qu'elle a montré était très révélateur du fait qu'il y a quand même de nombreux mécanismes de soutien qui existent pour apporter des lignes de financement aux opérateurs en difficulté à travers les institutions multilatérales ou bilatérales et puis aussi les organes qui peuvent exister au niveau d'État, des agences d'investissement ou des fonds sectoriels qui sont aussi capables de mobiliser des financements pour aider les sociétés d'électricité. Donc, je pense qu'il y a quand même des outils qui existent et qui sont activables rapidement pour aider les opérateurs à passer cette situation. Voilà, juste quelques compléments que je voulais apporter. Merci Olivier. Merci Simon. S'il n'y a pas d'intervention, je n'ai pas vu de demande. Je vous propose qu'on passe aux questions-réponses. Alors, un certain nombre de questions. La première, c'est quel est l'impact de la pandémie sur les finances des sociétés? Sébastien, Simon, est-ce que vous pouvez justement, par rapport à cette question, apporter des compléments d'informations par rapport à déjà ce que vous aviez pu dire? Oui, alors nous, évidemment, on en voit beaucoup dans notre position, et alors peut-être qu'on a un prisme parce qu'on voit surtout des sociétés avec un stress financier important. Mais bon, enfin, ce qui est clair, c'est que l'effet, il est absolument massif sur la trésorerie des entreprises. Alors après, ça va se jouer secteur par secteur. Évidemment, si vous fabriquez des masques, la vie est plus simple du point de vue de la trésorerie que si vous faites du tourisme, si vous êtes un acteur du tourisme en France. Donc ça se joue vraiment secteur par secteur, mais en tout cas, il y a aujourd'hui énormément de secteurs qui sont très impactés. Et donc, je pense que ça doit forcément, pour les opérateurs électriques que vous êtes, poser la question du risk management sur les comptes clients. Alors bien sûr, je sais que c'est pas simple de couper le courant et que bon, ça pose plein de questions, mais en tout cas, il faut être conscient qu'il y aura certainement, quelle que soit l'ampleur des mesures gouvernementales, il y aura certainement de la casse dans votre clientèle, quoi. C'est très clair. Alors c'est particulièrement évident, encore une fois, dans les secteurs du type transport, voyage, tourisme, mais bon, je dirais que c'est quand même assez général. Sur la deuxième question, pensez-vous que les organisations devraient créer des crisis funds pour modérer, temporiser les difficultés économiques posées par la crise du Covid-19? Sébastien, est-ce que tu as des retours d'expérience à ce sujet? Simon, tu en avais un peu parlé. Enfin, messieurs, je vous laisse à nouveau la parole.
Je pense que, alors quand on parle des organisations, si on parle de la société d'électricité elle-même, créer un fonds, bon, je pense pas que ce soit le terme, enfin, je pense pas que ce soit l'objet de la question, mais créer un fonds au niveau d'une société d'électricité, je vois pas le besoin. Une société d'électricité, c'est avant tout, généralement, je parle des sociétés publiques, c'est avant tout une société d'État. Et donc, je vois pas en quoi ce fonds serait pertinent dans la mesure où c'est plutôt au pouvoir public d'accompagner la société d'électricité. Par contre, au niveau d'un pays, on constate, donc on est un peu plus largement que le secteur de l'électricité, on parle plus largement que le secteur de l'électricité, que dans certains endroits, je prends l'exemple du Maroc, où il y a un fonds qui a été amorcé et doté par le secteur, les entreprises publiques, les entreprises privées, les particuliers. Donc tout le monde peut abonder dans ce fonds-là, qui a pour effet, qui a pour finalité d'amortir les effets de la crise, et notamment à travers un soutien à l'économie informelle, qui ne va pas être couverte par tous les dispositifs des employeurs ou de la sécurité sociale. Et donc, en ça, ce fonds, quand on a une économie, il y a une économie informelle qui est importante, je pense qu'il a tout, il a son utilité. Et puis, au-delà de l'aspect purement financier, je pense que. Ah, Simon, on t'a perdu. Simon? J'ai eu un petit faux contact. Au-delà de l'aspect financier, je pense que le fonds, c'est aussi mobilisateur. C'est mobilisateur de la contribution des sociétés et puis des sociétés du secteur privé pour agir face à la crise. Donc, je pense que c'est aussi un outil de mobilisation et de communication pour faire converger un petit peu tous les efforts nationaux dans l'adaptation à cette situation. Voilà, mis à part ça, il n'y a pas de réponse spécifique ou d'observation spécifique qu'on peut faire sur le secteur de l'électricité sur ce thème-là. Peut-être qu'il y avait dans la question, je ne sais pas si c'était ça qui était derrière la question, mais moi, en tout cas, c'est la réponse qu'elle m'inspire. C'est peut-être en tant qu'opérateur électrique, si vous vous retrouvez finalement à devoir être un peu le banquier, d'être le dernier ressort de l'économie, parce que vous ne pouvez pas interrompre le service auprès de certaines populations ou de certaines entreprises, parce qu'on vous le demande sous le terme d'un point de vue de l'injonction politique. Peut-être que le fait d'être capable de cantonner et de chiffrer l'impact de cette prestation qui est quasiment une prestation de service public, j'ai envie de dire, hein, puisque finalement vous vous retrouvez à prendre des décisions de gestion que vous ne prendriez pas si vous étiez, si vous raisonniez en pur investisseur privé totalement focalisé sur ses propres intérêts. Donc cette espèce de, entre guillemets, service public, banquier de dernier ressort des consommateurs d'électricité, ça peut valoir le coup d'être capable de le chiffrer en temps réel et le plus vite possible pour accélérer la compensation que vous irez chercher auprès des pouvoirs publics de votre pays. Je ne sais pas si c'était ça qui était l'idée derrière, mais en tout cas, c'est la réponse que ça m'inspire. Merci beaucoup. Sébastien, il y a une question sur la question des IPP. Simon, je peux te laisser la reformuler et puis peut-être apporter une réponse. Oui, la question qui a été posée, c'est qu'une des grandes difficultés là, des sociétés d'électricité qui ont des IPP, donc fournisseurs indépendants, c'est qu'il faut continuer à les payer parce qu'on est dans des contrats take or pay, alors que pourtant la société d'électricité a moins de revenus en face parce que ses clients ne payent pas. Donc c'est vraiment l'effet ciseau qu'on évoquait au tout début qui fait que la situation des sociétés d'électricité est particulièrement délicate dans cette situation-là. Alors la réponse qu'on peut faire, c'est déjà si vous enlevez la même quantité d'électricité aux IPP, ça va être, on voit pas pourquoi l'IPP ne serait pas à l'aise pour vous demander de payer la somme qui est prévue initialement. À partir du moment où il n'y a pas la quantité d'électricité enlevée la même, il y a peu d'arguments de négociation quand même pour modifier les échéanciers de paiement ou les conditions de paiement. Par contre, s'il y a une baisse significative de la demande
l'enlèvement d'électricité, là, c'est peut-être occasion pour vous de sortir la force majeure et de renégocier éventuellement les termes du contrat avec l'IPP, quitte à après les aider dans le financement, dans la recherche ou la renégociation de leur financement, dans la mesure où ça va altérer leur business plan. Donc ça, c'est peut-être c'est en tout cas ce qu'on observe, mais voilà, des grands éléments de réflexion et de réponse. Je pense que sur cette question, c'est ce qu'on peut dire aujourd'hui. Ensuite, c'est vraiment au cas par cas qu'il faudrait se plonger pour faire dire quelque chose de plus précis. Il y a une question de M. Aliounba qui est la suivante. C'est la grande difficulté pour la mise à jour du budget de trésorerie réside, hormis les conséquences de la chute vertigineuse du cours du baril, à l'anticipation de l'évolution de la demande, de l'évaluation des nouvelles orientations sur le plan de production, de l'impact du retard sur le plan de maintenance des groupes révisés. Cet exercice demande du temps, ce qui ne nous permet pas d'avoir tout de suite une bonne visibilité sur les mois à venir. En matière de planification, est-ce que vous avez des recommandations, Sébastien et Simon? De mon côté, je vous dirais qu'effectivement, la période n'est pas forcément idéale pour préparer des budgets annuels. Donc, ce qu'on voit, nous, c'est des clients qui reportent purement et simplement, qui décident que les budgets qui auraient dû être préparés peut-être dans un mois le seront dans 3, en faisant le pari que les choses seront plus simples à prévoir dans 3 mois. Ce qui est sûr, c'est qu'on aura déjà passé 3 mois, donc ce sera forcément déjà un peu plus simple. Mais donc vous avez cette option-là qui existe. Si vous pouvez vous permettre, parce que vous n'avez pas d'enjeu vis-à-vis des tiers à sortir vos budgets de manière imminente. Et je dirais l'autre élément de réponse, c'est un peu nous ce qu'on fait le plus souvent quand on intervient auprès de clients, c'est de débrancher le process budget et de raisonner avec des modèles un peu plus simples et plus maniables pour pouvoir proposer des modèles multiscénarios, en prenant les 2, 3, 5, 10 hypothèses structurantes dont on pense qu'elles peuvent avoir un impact important, et puis proposer des scénarios différents. Après, effectivement, si à un moment donné, vous êtes contraint à rentrer des données, des hypothèses dans un modèle, je pense que là, il faut être très prudent, expliquer sur quelle base a été produit ce budget, et puis s'attendre à devoir communiquer sur des écarts qui risquent d'être substantiels, parce qu'aujourd'hui, comme vous dites, personne ne sait vraiment où seront tous ces prix de marché, tous ces niveaux de demande et tous ces prix de matières premières dans 3 mois. Très bien. Merci. Alors moi, je voudrais compléter la réponse de Sébastien. J'en profite pour saluer Monsieur Barre, que je n'ai pas vu depuis longtemps. Mais je pense qu'il y a deux temps, deux séquences. Il y a la séquence actuelle au cœur de l'action, où quand on parle du monitoring de la trésorerie, c'est vraiment regarder les positions de trésorerie dans les comptes bancaires et ensuite le solde qu'il y a, le suivre et être capable après de l'affecter aux paiements les plus critiques pour le fonctionnement du système, du système et de vos opérations, et de pas laisser les workflows automatiques suivre leur cours. Vous voyez, c'est vraiment repenser le circuit de validation de l'information comptable et financière pour que ce soit vraiment les opérations à très critiques qui soient payées maintenant, et donc vraiment vérifier ça, vous voyez, l'adéquation entre ce qu'il y a dans votre compte bancaire et les paiements nécessaires auxquels vous allez devoir faire face pour le bon fonctionnement de la société. Et donc, ce qui suppose après le travail qu'on a évoqué tout à l'heure de recenser les fournisseurs clés, les fournisseurs critiques, regarder les bons niveaux de stock pour pouvoir optimiser tout ça. Donc ça, je pense que c'est très important. Après, il y a le budget de trésorerie où là, c'est plutôt la deuxième séquence où on va se poser pour faire tout ce que vous venez de dire. Et c'est vrai que c'est pas facile parce qu'il y a énormément d'hypothèses à prendre en compte. Et puis quand c'est des outils qui sont nouveaux, on sait pas, il faut le pratiquer, ça. C'est quand même pas évident à mettre en place pour la première fois. Et donc, ce sera plutôt dans une deuxième séquence où vous devez prendre des hypothèses, mais ces hypothèses, c'est peut-être pas à vous de toutes les élaborer. Quand la reprise de la demande et la reprise économique, je pense qu'il y a d'autres institutions aussi qui peuvent vous fournir. Il n'y a pas que les vos départements d'études générales. Il y a aussi le ministère de l'économie qui doit avoir certains inputs à vous fournir. Donc, il faut aussi
allez chercher l'information là où elle est pour vous que vous n'ayez pas à recalculer certaines hypothèses que de toute façon vous ne pouvez pas maîtriser. Mais ça, c'est peut-être dans une deuxième séquence. Je pense que nous, le message, c'était déjà de bien monitorer ce qu'il y a dans votre compte bancaire et de pouvoir en optimiser l'utilisation vers la continuité d'activité. Voilà, c'était ça le message principal qui ressortait de la présentation avant. Merci Simon. Alors, j'ai vu un message de Jacques Corbin de l'AFD. Et, il me demande de commenter, mais je préfère le laisser intervenir s'il en est d'accord. Jacques, est-ce que vous êtes en ligne? Non, Jacques Corbin n'est plus en ligne. Oui. Je suis en ligne, monsieur. Donc, est-ce que je peux vous laisser redire ce que vous nous avez écrit? Je pense que c'est mieux. C'est mieux que vous l'exprimiez vous-même. En fait, moi, je suis avec un groupement qui administre la SB2E au Bénin. Nous, on a constaté que les messages de la clientèle durant la période du COVID-19, il faut faire attention. Tout simplement parce que si le message passe mal, ça va sur les réseaux sociaux et ça dit, durant la période du plus de coupures. En fait, le message qu'il faut mentionner aux clients, c'est oui, plus de coupures, mais vous devez quand même payer vos factures parce que après la période, vous en subirez les conséquences avec des pénalités et autres. Maintenant, on peut demander à l'État également de subventionner les tarifs durant cette période et obtenir des soulagements pour surtout la petite clientèle, là, celle qui est très affectée par la baisse de leurs revenus. Pour ce qui est du Bénin, nous sommes un pays importateur d'électricité et de gaz. Donc, quand on regarde notre trésorerie, nous allons toujours prioriser ce qu'on appelle la technique du waterfall, c'est-à-dire les plus importants passent en premier et les plus petits passent s'il reste quelque chose dans l'assiette à servir. Tout à fait. Alors, il y a plusieurs interventions, mais M. Barral de l'AFD, évidemment, vous pouvez prendre la parole avec grand plaisir. M. Barral? Oui, on vous écoute. Oui, non, c'était un peu quelques réflexions sur le soutien des bailleurs de fonds dans ce contexte. Je pense que et un certain nombre de sociétés d'électricité avec qui on est en contact à travers nos agences locales nous ont fait remonter un petit peu ces demandes qui sont souvent traitées au niveau local. C'est que la première chose qui est possible de faire et qui est la plus rapide finalement, c'est de réallouer des reliquats ou des restes à verser qui peuvent exister sur des conventions existantes, sur des projets où on a identifié qu'il y avait peut-être tous les fonds ne seraient pas utilisés pour la bonne fin du projet. Et donc, il est tout à fait possible, dans des délais très, très raccourcis, et bien sûr, le plus souvent, ces conventions passent par le ministre des Finances et sont rétrocédées. On a assez peu dans la plupart des cas. Et donc, c'est assez facile et ça peut représenter des montants. Donc, nous, en interne, on s'est fixé un petit peu la limite de 30% du montant du projet initial, jusqu'à un montant de 30% pouvait être réalloué si ça ne remettait pas en cause les objectifs du projet. Donc, c'est-à-dire si finalement ce sont soit les marchés ont coûté moins, ou soit le budget initial avait été un petit peu surestimé. Donc ça, c'est une première réponse qui est possible et qui, je pense, peut être fait assez rapidement. Ensuite, je crois qu'il y avait des questions sur le soutien au secteur et est-ce que c'était de nature des programmes à moyen terme. Je pense que, bien sûr, le secteur de l'électricité restera une priorité des bailleurs de fonds. Je pense pas que ça amène à remettre en cause. Mais je pense que là, et on va toujours
une réflexion pour bien sûr mettre en place des plans de relance et faire en sorte que et accompagner la transition énergétique, continuer sur cette voie. Ensuite, dans un deuxième temps, donc ça c'est l'objectif long terme, hein, je pense qu'il n'y a pas de remise en cause. Je dirais qu'à moyen terme, ça sera un peu la question de remettre à flot un peu les sociétés. Je pense que la réallocation des reliquats ne va pas suffire. Là, on n'a pas forcément de réponse. C'est d'abord une réponse de l'État, enfin, qui devra identifier un peu les besoins financiers, pas uniquement peut-être de la société d'électricité, peut-être aussi la société d'eau qui sera aussi dans le même cas, et puis qui devra ensuite mobiliser les bailleurs de fonds, peut-être sous la forme de financement budgétaire pour pouvoir résoudre ce problème. Donc ça, mais on est tout à fait ensuite ouvert aussi à ces discussions. Ensuite, on a bien conscience la difficulté hein, sur la gestion des cas des IPP dans un contexte où la demande peut baisser et finalement, soit c'est des IPP thermiques et les paiements de capacité, ils sont dus de toute façon. Et là, en espérant qu'il n'y a pas de décorpé sur le gaz, on peut quand même jouer sur la demande. Et dans le cas des IPP renouvelables, donc qui sont dispatchables immédiatement, mais qui ne sont pas encore très nombreux en Afrique, c'est vrai que dans la plupart des cas, les contrats sont assez restrictifs sur est-ce que l'invocation d'un cas de force majeure peut entraîner une révision de cette obligation de T-Corpé. C'est pas souvent le cas. Voilà, c'était les quelques commentaires. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup, à la fois M. Corbin, M. Barral, merci beaucoup de vos questions. Alors, je notais un commentaire sur le fait qu'il y avait un désaccord sur une personne nous disait qu'il n'était pas d'accord sur le sujet de payer les petits fournisseurs. Il indique qu'il faut aller par importance des fournisseurs dans le fonctionnement waterfall technique. J'ai l'impression, Sébastien, que cette question t'est adressée, donc je te laisse la parole. Oui, non, mais c'est toujours un sujet de débat. Hein. C'est vrai que nous, on a tendance à suggérer aux sociétés de faire attention quand même à la base des fournisseurs, vraiment des petits fournisseurs, c'est-à-dire les entrepreneurs individuels, enfin tous ceux qui sont vraiment extrêmement dépendants à un paiement, j'ai envie de dire, très rapide de leur prestations, sachant qu'en général, après, chaque cas est spécifique, mais en général, quand on fait un 80-20 ou un 90-10, on voit qu'on peut quand même débloquer beaucoup de situations sans que ça ait vraiment des effets financiers majeurs. Mais bon, une fois qu'on a dit ça, c'est une généralité. Il faut évidemment le regarder dans le détail et voir ce que ça donne dans le tableau Excel à la fin en termes de coûts pour la trésorerie. Et puis ça dépend aussi évidemment du niveau d'angoisse sur la trésorerie à court terme. On ne peut pas comparer les situations où on a un questionnement à 1, 2, 3 mois avec des situations où on est plutôt à un horizon à 12 mois. Très bien. On se disait que, Simon, on a eu la même conférence ce matin, et on avait des exemples du Kenya et du Nigeria qui nous semblaient intéressants. Est-ce que tu serais d'accord pour les reprendre et nous en faire un commentaire? Oui, c'est qu'en fait, on observe dans plusieurs pays, c'est le cas aussi au Maroc, par exemple, de la création d'un comité technique sectoriel pour observer et analyser la situation, en particulier tous les approvisionnements stratégiques, donc de combustible, et puis faire des propositions au gouvernement qui soient coordonnées entre les différents acteurs du système électrique. Donc là, ça s'applique particulièrement, on parle du Kenya et du Nigeria, parce que le Nigeria, son secteur d'électricité est organisé de telle manière qu'il est très régional, donc il y a un intérêt à coordonner les réponses apportées par chaque société de distribution qui a un périmètre régional.
Mais dans les sociétés des pays au Maghreb ou d'Afrique de l'Ouest ou centrale qui sont intégrés, il y a moins d'acteurs, mais c'est quand même utile d'avoir ce comité qui réunit les distributeurs lorsqu'ils existent, pourquoi pas du secteur privé, la société d'électricité, le ministère de l'énergie et le ministère des Finances, pour avoir un dialogue voilà, justement sur la sortie de crise du secteur et les engagements qui sont, les approvisionnements qui sont tout à fait critiques, sur lesquels l'État doit appuyer à travers la mise à disposition de devises ou des garanties pour sécuriser les approvisionnements critiques. Olivier, tu veux reprendre Ah, pardon, excuse-moi, j'avais coupé, j'étais en train de dire. Donc, non, donc, quid des programmes à moyen terme qui font appel à beaucoup de ressources? Est-ce que les bailleurs de fonds seront prêts à poursuivre le financement du secteur? Peut-être cette question pour l'AFD. Monsieur Barral, peut-être? Oui, j'ai en partie répondu. Je pense que le sujet aujourd'hui, bien sûr qu'on continuera à financer le secteur à moyen long terme sur des projets structurants, comme des interconnexions ou des projets de renforcement de réseau, d'intelligence du réseau, d'énergie renouvelable. Je dirais qu'il y a une espèce d'étape intermédiaire où il y aura peut-être besoin de fonds relativement rapidement, donc plutôt ce qu'on appelle des prêts de politique publique, c'est-à-dire des financements qui sont alloués sur la base d'une matrice de réforme ou d'évolution sectorielle et qui sont décaissables relativement rapidement et qui pourront venir combler le trou de certaines sociétés, voilà, à discuter au cas par cas avec les États. Je pense que la crise ne remet pas en cause l'investissement dans le secteur et au contraire montre que le secteur est indispensable pour la bonne résilience des sociétés. C'est plutôt qu'elle appelle, au-delà du très court terme avec la réallocation de financement, des modalités d'intervention relativement rapides et peut-être non affectées sur des projets, mais plus des financements budgétaires pour les sociétés d'électricité que ce qu'on peut faire assez classiquement. Merci, Monsieur Barral, de votre complément. Je vous propose qu'on conclue. En tout cas, merci beaucoup à tous, à la fois pour vos questions et pour vos interventions. Comme je le répète systématiquement en conclusion, n'hésitez pas à nous faire part pour les prochaines sessions, si vous souhaitez nous faire part de vos retours d'expérience, de questionnements plus spécifiques, ou vous souhaitez intervenir sur un sujet lié au Covid-19, n'hésitez pas à nous en faire part. Alors, les prochaines étapes, nous en sommes au milieu, d'une certaine manière, de notre périple dans la gestion de crise du Covid-19. La prochaine étape sera donc le 28 avril à 16h. Cette séance portera sur la continuité d'activité dans le cadre évidemment de cette pandémie grippale, avec une intervention pour PwC de notre expert continuité qui s'appelle Julien Muller, et puis de l'autre côté, une intervention, comme nous avions pu déjà vous l'indiquer, de RTE qui nous fera un peu part de son expérience sur la continuité d'activité, puisque la crise du Covid, en tout cas en France, a débuté plus tôt que dans un certain nombre d'autres pays, donc voir eux quelle continuité ils ont mis en place. Donc ça, c'est le 28, c'est à 16h. Je vous rappelle aussi les autres sessions. La session 5 portera à la fois sur évidemment la question de la supply chain, de l'approvisionnement, et puis il nous a semblé aussi important de vous faire un éclairage sur la partie ressources humaines. Et puis, la session 6 portera sur la communication de crise. Et normalement, nous devrions avoir un retour d'expérience d'une entreprise. Je ne préfère pas la citer puisqu'on attend la confirmation, mais qui se trouve sur le territoire africain. Mais je préfère réserver le nom pour l'instant. Donc, je renouvelle, si vous souhaitez intervenir sur ces sujets de continuité de supply chain, approvisionnement, RH ou continuité, communication de crise, n'hésitez pas à nous le dire. Je pense qu'il est aussi important d'avoir un échange de bonnes pratiques de votre part sur ces sujets et des points d'attention. Donc,
Voilà. Je vous rappelle, pour vous inscrire, vous avez donc le mail qui est affiché, que je ne veux pas prononcer, qui est assez compliqué. Donc, inscrivez-vous le plus rapidement possible. Des points aussi extrêmement importants, n'hésitez pas à associer d'autres collègues, d'autres collaborateurs dans vos entreprises sur des sujets qui peuvent peut-être plus les intéresser, les questions RH pour les RH, évidemment, et d'autres sujets. En tout cas, merci beaucoup pour cette session et puis j'espère à la prochaine. Merci beaucoup, au revoir et bonne fin de journée.